Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous découvrirez cette vidéo. C'est un nouvel épisode de Fait Croquer. Je rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas Fait Croquer, c'est une émission dans laquelle je vais rencontrer celles et ceux qui questionnent le cinéma sur Internet à leur manière. Ça peut être une revue de cinéma, un blog, un vlog, une chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une chaîne YouTube, vous l'avez reconnu, il est là, voilà, pardon, là, à côté de moi, et c'est Arnaud Lanuc, vous l'avez même demandé. Donc il est là, vous l'avez demandé, il est là, vous connaissez très bien cette personnalité qui questionne assez admirablement bien les cinémas d'Asie, les cultures en tout cas d'Asie. Et il a une chaîne YouTube qui s'appelle La Maison du cinéma asiatique. Ça, on va parler beaucoup de cela. J'aime beaucoup le titre, La Maison. Mais avant toute chose, je voudrais te saluer et te remercier d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Samir, bonjour à tous et merci d'avoir proposé mon nom pour être croqué par tes soins. Tu vois, ça va bien se passer. Alors, dans cette émission, alors est-ce que je peux me permettre que, en fait, tu nous parles, enfin, tu me parles non pas de France ou des États-Unis, mais de Hong Kong. Donc, ce qui rend encore l'interview plus, comment dire, qui est très très lié au cinéma qui te regarde, qui t'a regardé, que tu continues de questionner. Donc c'est intéressant de le notifier. Alors il y a une première question que je pose à tous mes invités dans Fait Croquer, c'est de savoir quelle est la première image marquante qui peut-être aurait un lien avec ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu questionnes aujourd'hui dans le cinéma. Et cette première image, ça n'est pas forcément une image de film, ça peut être aussi une photographie, un tableau, une scène que tu aurais vécu, mais qui aurait un lien plus ou moins direct avec ce que tu es devenu aujourd'hui et ce que tu questionnes aujourd'hui. Alors c'est une question qui est pas évidente, il a fallu que je fasse un peu d'introspection pour arriver à trouver quelque chose. Et puis je me suis souvenu que quand j'étais enfant, j'étais dans une chambre qui donnait sur une rue. Et le soir, quand j'étais dans mon lit, à cause des lampadaires et des voitures qui passaient, il y avait des espèces de formes, des ombres qui passaient devant moi, donc sur le mur, projetées sur le mur. Et quand j'étais gamin, c'était quelque chose qui me faisait un peu peur, en fait. J'avais l'impression que c'était des monstres. Enfin, je me construisais des histoires en voyant ces formes qui passaient. J'avais pas encore fait le lien, le fait que c'était simplement des voitures, des camions et des trucs comme ça qui passaient. Et ça m'a pas mal marqué. J'ai toujours les images qui me restent en tête, même si évidemment le traumatisme est passé depuis. Mais c'est quelque chose qui m'est resté en tête. Et en réfléchissant donc à cette image marquante dont tu as parlé, je me suis dit, en fait, quelque part, c'était une forme de primaire de cinéma. C'était la projection de quelque chose sur une toile, ici un mur. Et c'était un peu moi qui faisais déjà l'histoire. Alors j'aimerais bien dire que c'était peut-être quelque chose, le signe du destin qui me prédisposait à partir sur le cinéma, à parler de cinéma et tout ça. Bon, je pense pas en réalité, mais quand même, c'est une image marquante et qui quelque part est liée au cinéma. Et la deuxième image marquante qui, elle, est plus vraiment directement liée au cinéma, donc c'est par rapport à un film. Et en l'occurrence, c'est Le Retour du Jedi de Richard Marquand, que j'avais enregistré sur Canal+ en VHS, la première fois où il était passé sur une chaîne de télé française. Et c'était vraiment ma cassette VHS de chevet que je regardais constamment. Dès que j'avais des amis qui allaient à la maison, je leur montrais les meilleurs moments. Et parmi les moments qui m'ont le plus marqué du Retour du Jedi, évidemment, enfin, j'aime toujours beaucoup tout l'ensemble du film. Mais les scènes les plus marquantes pour moi, ça a toujours été celle avec l'empereur Palpatine. Il y avait quelque chose dans ces scènes qui m'a toujours beaucoup impressionné, surtout son arrivée sur la seconde étoile de la mort. Je continue à trouver que c'est une scène absolument fabuleuse et je pense que ça m'a beaucoup marqué pour le coup et encore aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui ont déjà m'ont vu passer sur des forums et des trucs comme ça, souvent j'utilise des images de l'empereur comme avatar et c'est parce que ça me reste encore aujourd'hui comme quelque chose qui est très présent pour moi.
Est-ce que je comprends ce que tu veux dire concernant le retour du Jedi, et particulièrement cette figure crépusculaire comme ça de ce personnage assez impressionnant. Mais permets-moi de revenir sur cette première image marquante qui est saisissante. Euh, le fait de voir le fait d'imaginer ces monstres entre parenthèses. Est-ce que c'est pour toi des monstres ou c'est juste des personnes? Non, c'était plutôt des monstres. C'était des espèces de créatures non identifiées, mais qui me faisaient peur. J'avais l'impression qu'elles allaient à un moment faire quelque chose. C'était pas des formes humaines. C'était une sorte d'expression de mon imagination, je suppose, de mes peurs enfouies et profondes et qui se matérialisaient comme ça, avec des bruits aussi un peu étranges, et des bruits de voiture en réalité. Mais quand j'étais gamin, j'avais pas encore fait le lien et ça me donnait vraiment l'impression de quelque chose d'un peu effrayant. Et est-ce que plus tard, quand tu as commencé à découvrir ce qu'on appelle des films d'horrifiques, les films d'horreur, les films fantastiques, tout cela, est-ce que l'entrée en la matière pour toi a été plus facile que d'autres? C'est-à-dire que très vite, tu as su canaliser tes peurs et parce que cette image marquante ou ça a toujours été la même chose? Non, je dirais que c'est plus l'inverse. Alors, il y a deux choses en fait. La première, c'est que quelque part, je pense que ça m'a fait aller naturellement vers le côté science-fiction, fantastique. C'est le genre, les genres, parce que c'est plusieurs genres en réalité, vers lesquels je me suis naturellement orienté et qui ont formé les premières étapes de ma cinéphilie. Donc il y a peut-être quelque part une influence de cette expérience enfantine. Par contre, je dirais que c'est plus l'inverse, c'est que j'avais plus peur. Il m'a fallu du temps pour accepter les films d'horreur. J'avais facilement peur en fait en regardant les films. D'accord. Et je pense que justement, ça réactivait certains d'entre eux, pas tous, parce qu'il y a des films d'horreur qui sont pas particulièrement efficaces, mais vraiment les meilleurs, les films avec beaucoup de suggestions, tout ça, ça me travaillait un petit peu quand j'étais gamin et ado. Il m'a fallu un peu de temps pour l'apprivoiser. Bon, maintenant, il y a plus trop de problèmes, mais ça a mis un peu de temps. Ça me fait penser à ce film de Vincente Minnelli, c'est horrible, je me souviens plus du titre, c'est terrible, dans lequel joue, tu vas le retrouver certainement, Kirk Douglas qui joue le rôle d'un producteur. Oh là là, c'est horrible. Et il est avec un ami à lui qui est réalisateur, ils sont obligés ils sont obligés de produire et réaliser un film d'horreur sur des hommes-chats qui sèment la panique dans la ville, et donc c'est une scène extraordinaire. Je vais retrouver le titre, hein, c'est sûr et certain. C'est une scène extraordinaire où tu les vois vérifier le costumier, enfin, il vérifie le travail du costumier, et à chaque fois le costumier vient avec une proposition, et il leur dit non mais c'est pas possible, c'est ridicule. Et puis d'un seul coup, Kirk Douglas, je crois que c'est lui qui a l'idée finalement, qui dit à son pote réalisateur, il dit qu'est-ce qu'à ton avis, qu'est-ce qui fait peur? C'est de ne pas voir, c'est l'invisible, ou plutôt c'est d'imaginer. Et en fait, ils imaginent un peu, en fait, ils reprennent les codifications de Jacques Tourneur dans les années 30, et en gros, ils disent que les hommes-chats, on ne les verra jamais, mais on les entend, ou on voit leurs ombres. Et c'est exactement, c'est exactement, c'est terrible, je me souviens plus du titre du film, mais je vais m'en rappeler pendant l'interview. Tu me parlais de la VHS, tu as été un enfant de la VHS, donc un enfant de la télévision, ce qui veut dire, est-ce que tu as découvert tous les films à la télévision, ou tu étais plutôt un enfant de la salle de cinéma? Plus de la télévision, effectivement, parce qu'on avait un magnétoscope à une époque où c'était pas encore le plus fréquent, au début des années 80. On avait également Canal+, qui passait donc plein de bons films, hein. Ouais. C'était déjà le cas à l'époque, et c'est vrai que ça m'a permis d'attraper un certain nombre de films, d'échanger des VHS avec certains amis. Donc c'était beaucoup VHS. Après il y a eu les vidéoclubs. Après il y a quand même eu aussi régulièrement du cinéma de temps en temps, aller en salle avec la famille, avec les amis. Il y a les deux, mais c'est vrai que la VHS a quand même eu. Je suis un enfant de vidéoclub, ouais, quelque part. Oui, d'accord. Le film, c'est Les Ensorcelés. Voilà, ça je viens de me rappeler. Ah, Les Ensorcelés. Est-ce que tu as eu des passeurs, des personnes comme le nom indique, qui t'ont orienté comme ça vers certains films, qui t'ont dit tiens, regarde ça, ou regarde plutôt ça, ou alors qui t'ont rien dit, mais qui t'ont juste mis des cassettes vidéo à disposition? passeur, pas vraiment. J'ai eu plus un passeur dans le domaine littéraire avec mon frère, Mhm. qui lisait beaucoup de livres de science-fiction, de fantastique. Donc j'ai lu, enfin, je sais pas s'il peut dire qu'il les a passés. C'est un peu moi qui les ai piqués dans sa librairie. Et donc j'ai pu lire Dune de Frank Herbert,
quasiment tout ce que Michael Moorcock avait fait, Elric, Hawkmoon, tout ça. Et à partir, enfin, ça m'a permis à partir de là de vouloir voir également des films sur ces sujets-là. Et le fait d'avoir accès à des chaînes un peu élitistes quelque part comme Canal+, a permis d'assouvir une partie de ces besoins. Autrement, si on peut parler de passeurs, ça a été à partir de l'adolescence des magazines comme Mad Movies, comme HK Orient Extreme Cinéma. J'ai beaucoup été marqué par des articles par des gens comme Julien Carbon, Laurent Courtiot, Marc Toulek, Jean-Pierre Peuters aussi quelque part. Et c'est eux qui m'ont, je pense, orienté à un moment donné vers un autre type de cinéphilie, vers le côté plus extrême oriental. Et j'allais te poser la question, j'allais te dire, est-ce que dans ton enfance, voire un peu l'adolescence, c'était le cinéma de genre qui te passionnait le davantage? Et surtout, à quel moment tu as commencé à découvrir les cinémas qui provenaient d'Asie? Oui, non, c'était clairement plus orienté fantastique et science-fiction. Mais j'ai eu une période à partir du début de mes études, on va dire, une période un peu cinéphile où j'ai réalisé que le cinéma, c'était pas juste ça, qu'il pouvait y avoir une panel de genres beaucoup plus large, qu'il y avait des choses à dire. J'ai découvert Kubrick, j'ai découvert un certain nombre d'autres réalisateurs, Boorman, Kurosawa, tout ça qui m'ont pas mal chamboulé. Et à partir de là, je me suis ouvert l'esprit en fait. Et je me suis dit que, enfin, il y a des bons films partout, dans tous les pays, dans tous les genres, et qu'il faut avoir la curiosité d'aller dans toutes ces directions. Et donc, j'ai vraiment commencé à regarder tout type de films. Et à un moment, j'ai effectivement été attiré par les cinémas. Alors, il y avait déjà une tendance, un intérêt pour l'Asie à travers. C'était les 90 la période cinéphile, c'est à partir de fin des années 90. D'accord. Mais avant ça, j'avais été biberonné comme pas mal d'autres gens au Club Dorothée, ce genre de trucs, donc il y avait déjà eu aussi un intérêt par rapport au dessin animé, par rapport à Chevalier du Zodiac, Dragon Ball, Ken le Survivant, les jeux vidéo. Donc tout ça, il y avait déjà une orientation qui là était plus japonaise pour le coup. Et j'ai également aussi, je me suis mis aux arts martiaux à un moment donné, donc évidemment tout ça a un peu rejoint, donc il a fallu que je vois des films sur les arts martiaux. Et ça m'a fait orienter, à ce moment-là, il y avait HK Orient Extreme Cinéma qui sortait sa collection de VHS, dont des articles étaient faits parfois par Julien Carbon, Laurent Courtiot et d'autres dans des magazines comme Mad Movies, sur Zou, les guerriers de la montagne magique, ce genre de trucs. Et donc j'ai été curieux d'aller voir ça. Et puis donc j'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage et je me suis rendu compte que c'était vachement bien déjà, et qu'il y avait en fait que c'était la partie immergée de l'iceberg, qu'il y avait des quantités phénoménales de bons films qui ne parvenaient jamais jusqu'à chez nous. Et à partir du moment où il y a eu aussi le développement du DVD, du VCD, et que les imports ont été assez faciles à obtenir, j'ai commencé à avoir une fringale à partir là-dedans, et je me suis jamais arrêté depuis en fait. Pardonne-moi cette digression, parce que sinon je vais oublier. Sur YouTube, sur la chaîne YouTube, tu dois le savoir, il y a pléthore de chaînes YouTube qui sont consacrées au cinéma d'Asie, et plus particulièrement le cinéma de Hong Kong, un petit peu le cinéma chinois, un petit peu, mais vraiment le cinéma de Hong Kong, le cinéma japonais ou le cinéma sud-coréen. Énormément de chaînes, c'est très très impressionnant, et dans la tienne d'ailleurs, mais si tu veux, toi c'est différent parce que tu as aussi un autre parcours dans ce qui est la presse écrite et la presse télé, mais donc là je te parle vraiment de toutes ces personnes qui n'ont que cela, qui travaillent sur leur chaîne YouTube. Comment tu peux expliquer cet engouement de la part de ce média qui même s'il n'est pas assez récent, mais par rapport aux autres médias, il est assez nouveau, et le fait que beaucoup de vidéastes, tout âge confondu, s'intéressent à 3-4 pays qui proviennent de l'Asie, en l'occurrence. Déjà, je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est pas totalement nouveau. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une petite mode du cinéma asiatique à la fin des années 90, début des années 2000, avec tout un groupe de personnes un peu à travers le monde, en France, aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout, quoi, qui s'échangeaient sur des forums. Et à un moment, cet engouement s'est un petit peu arrêté, mais
mais la passion pour ce type de cinéma est restée. Et à partir du moment où YouTube est devenu une plateforme qui s'est vraiment totalement démocratisée, ça a été normal pour certains d'entre nous de continuer à partager notre passion sur YouTube comme on l'avait fait sur les forums. C'est comme ça que, par exemple, que j'ai retrouvé que Jonathan Asia avait une chaîne YouTube. On s'était connus au début des années 2000 sur des forums type HK Mania, HK Cinémagique, Cinémasie, ce genre de trucs. Pareil pour le beau parleur. Moi, je le connais sous le nom de Jinshu parce que c'était le nom qu'il utilisait à l'époque. Donc en fait, ça a pas beaucoup changé. On a juste pris 20 ans en fait, mais en réalité, on fait exactement la même chose. Alors après, je suppose qu'il y a une nouvelle génération également qui éclot. Pardon de t'interrompre, je suis désolé, mais je pensais au fait au beau parleur quand je te posais la question. C'est pour ça que je suis... Voilà. C'est ça. Voilà. En fait, on fait partie de la même génération, de la même génération d'Internet qui s'intéressait au cinéma asiatique au début des années 2000, quoi. Donc, on continue, on fait exactement la même chose. On a juste changé de format, mais en réalité, on parle toujours des mêmes trucs. Hein. On n'a pas beaucoup évolué en réalité. Je sais pas, je sais pas si vous... À partir de quand tu as commencé, alors tu m'as bien expliqué que c'était pratiquement pendant l'adolescence et que là tu te dis tiens il y a quelque chose, que le cinéma peut aussi être autre chose qu'un simple divertissement, ce qui est déjà très bien, mais il peut être autre chose aussi. C'est à partir de quand tu as commencé à te poser et à écrire sur les films que tu voyais? Alors j'ai un peu recherché dans mes archives et les papiers les plus anciens que j'ai pu retrouver c'était en 1999. Tu avais quel âge? J'avais 21 ans à cette époque-là. J'étais en mes études et j'avais un ami qui avait monté un petit site internet qui s'appelait Wagoo, qui existe encore d'ailleurs, qui voulait couvrir le fantastique et la science-fiction sous toutes ses formes, donc sous forme de livres, sous forme de cinéma, sous forme de séries télé, tout ça. Et il avait un autre ami avec lui qui s'était mis dessus et il m'avait proposé de faire d'écrire aussi, puisqu'il savait que ça m'intéressait. Et c'est ce que j'ai fait. Alors je dois reconnaître quand même qu'à revoir certains des trucs que j'avais écrits à l'époque, je suis pas super fier de ce que j'écrivais parce que j'étais quand même beaucoup sous influence des magazines que je lisais à l'époque comme Mad Movies, qui était très... il y a un côté très potache, très humoristique dans Mad Movies. En tout cas, le Mad Movies de l'époque, ça a un peu changé depuis. Et donc moi j'essayais aussi de mettre un petit peu d'humour, de dérision, et en fait je me suis assez vite rendu compte que ça marchait pas, que j'étais pas très bon pour le côté humoristique, et j'ai abandonné ça. Donc c'est pour ça que maintenant mes articles ou mes vidéos font peut-être un petit peu académique, un petit peu professoral, mais c'est parce que je me suis vite rendu compte que le côté marrant ça marchait pas en fait avec moi. Donc ça date de ça, et à partir de là j'ai continué, mais vu que mes orientations cinéphiliques ont commencé à bouger plus vers Hong Kong, vers le Japon, j'ai continué à écrire, mais pour d'autres sites. J'ai passé beaucoup de temps sur l'HK Cinémagique, qui est la principale database de films de Hong Kong en France, en français. Et j'ai passé beaucoup de temps à écrire des bios, des critiques, à faire des interviews et à alimenter la base de données, qui est un travail qui prenait des heures et des heures, mais que personne ne voyait. Mais j'ai passé énormément de temps à faire ça. Ce qui m'a pas mal aidé par la suite quand j'ai fait des interviews, parce que je connaissais le technicien, l'assistant réalisateur sur tel film, machin. J'étais capable de le dire au moment, ah oui, sur tel film, oui, vous avez travaillé avec tel gars, mais comment vous le connaissez? C'était parce que j'avais passé des heures et des heures à entretenir la database du Hong Kong Cinémagique. Mais voilà, donc ça a été un parcours qui a pris du temps. Mais c'est ça que j'allais te demander, en fait, ça s'est fait début 2000 et ça a pris du temps, mais est-ce que, je veux dire, c'est pas si évident que ça de trouver les contacts, de les convaincre de discuter avec eux, c'est un véritable travail professionnel. Tu étais, à cette époque-là, tu avais commencé à être professionnel de l'écriture? Non, pas du tout. Ça a toujours été en tant qu'amateur, hein, et je suis d'ailleurs toujours en tant qu'éditeur. Je suis semi-professionnel, on va dire maintenant, puisque parfois il y a des articles dans des publications plus reconnues, et puis il y a les collaborations avec Spectrum Film. Enfin, donc je suis un semi-professionnel, mais je ne vis pas de ça. Je ne suis pas un véritable professionnel, tu vois. Donc oui, non, ça a pris du temps. Hein, il a fallu que je crée mon carnet d'adresses, et j'ai commencé tout petit avec des petits figurants, avec des cascadeurs de seconde zone.
à les rencontrer, à discuter avec eux, à dire ah ben tiens, est-ce que vous connaissez le contact de tel gars, et puis ainsi de suite. J'ai pu remonter pour avoir maintenant un carnet d'adresses plutôt correct. Hein. Quand les cahiers du cinéma, début des années 80, décident d'aller à Hong Kong pour faire leur fameux numéro spécial, le terrain le terrain est encore inexploré du côté de l'Occident. Et donc, ce qui a donné un numéro assez intéressant. Et d'ailleurs, quand on le relit aujourd'hui, il y a des choses assez sympas. Donc, j'ai cette impression que toi, en début 2000, il y avait encore un terrain qui était assez inexploré, d'où cette capacité à avoir fédéré pas mal de gens autour de toi et d'avoir interviewé pratiquement tout le monde. Inexploré, peut-être pas, mais en tout cas, il y avait encore disons qu'à partir de la fin du milieu des années 90, le cinéma de Hong Kong a commencé à chuter. Et jusqu'à 2004, ils ont vraiment lutté pour essayer de retrouver, garder leur splendeur, parce qu'ils perdaient des parts de marché régulièrement. Et donc, ils cherchaient un peu d'autres marchés. Donc, ils étaient assez ouverts, en fait, à ce que des personnes d'autres pays, en l'occurrence européens, s'intéressaient à leur cinéma, parce que potentiellement, ça pouvait leur permettre d'avoir des débouchés, des financements, et d'éviter la situation de crise dans laquelle ils se trouvaient. Alors, ça a un peu changé à partir de 2004, où ils ont commencé à switcher avec le marché chinois proprement dit. Mais il y avait quand même effectivement des gens qui étaient à la fois flattés et voyaient un intérêt commercial dans le fait que je fasse ce type de démarche. Il y avait aussi le fait que une fois que tu as brisé un petit peu la première barrière, enfin quand ils se rendent compte que tu connais vraiment leur film, que t'es pas là juste pour parler de avec qui ils sont sortis à un moment donné, avec quelle starlet ils ont eu des affaires ou des trucs comme ça, que tu t'intéresses vraiment à leur travail, que tu connais vraiment leur filmographie, et ben tout de suite ça passe beaucoup mieux, et à partir de là tu peux plus facilement faire ton petit trou dans le milieu, on va dire. Donc c'est ce que j'ai fait, mais ça a pris du temps, hein, ça a pris quand même des années, et puis c'est un travail qui est constant, hein. Il y a toujours des nouveaux réalisateurs, des nouvelles personnalités qui arrivent, il y a toujours des gens qu'il faut essayer d'attraper, d'autant plus que la plupart des gens maintenant de l'âge d'or du cinéma de Hong Kong, ils ont commencé jeunes, heureusement, mais on est en 2021. Il y en a un certain nombre qui commencent un peu à disparaître. Il y a Mantat là, qui est décédé il n'y a pas longtemps, il y a Benny Cham qui est décédé il n'y a pas longtemps non plus. Enfin, tout ça, c'est dès qu'il y a une personnalité comme ça qui part, malheureusement, c'est tout un pan de l'histoire du cinéma de Hong Kong qui disparaît, et moi, ça m'embête. Moi, j'ai un côté un peu historien. Je pense qu'il est important de conserver leur histoire quelque part, et j'essaye de faire ça à ma petite échelle. Mais on dit encore le cinéma de Hong Kong, malgré je veux dire, malgré l'événement politique, ça reste encore le cinéma de Hong Kong. On dit le cinéma de Hong Kong un peu par facilité, mais en réalité, effectivement, il est plus. Il y a encore un cinéma purement hongkongais, mais c'est très limité, parce que il y a plus beaucoup de public, il y a plus beaucoup de financement, donc ça veut dire que les budgets sont faibles, et ça veut dire que donc le type de films qui peuvent être produits à Hong Kong localement, ce sont des films à petit budget, donc des drames sociaux, des comédies, et c'est pas vraiment ça qui a fait la gloire du cinéma de Hong Kong. Donc quelque part, le cinéma de Hong Kong est un petit peu mort, et maintenant c'est le cinéma chinois qui est en train de lentement mais sûrement prendre sa place. Comment est arrivée cette idée d'avoir une chaîne YouTube? Alors, il y a des considérations pratiques dans un premier temps. Déjà parce que j'étais un peu frustré quand je regardais d'autres youtubeurs qui parlaient de cinéma asiatique. Parce que, alors, je parle pas du beau parleur, je parle pas de Jonathan Asia, je parle de youtubeurs très mainstream, très populaires, et dès qu'ils parlaient de cinéma d'Asie, ils y connaissaient rien en fait. Donc ça me frustrait un petit peu de voir plein de bêtises dites sur le sujet. Même parfois il y avait des trucs qui étaient travaillés, on sentait que les gens avaient fait des recherches, mais il y avait quand même plein d'erreurs factuelles. Qu'il y ait des erreurs d'interprétation, des erreurs d'interprétation, qu'il y ait des interprétations différentes des miennes, ça me choque pas. Chacun peut avoir sa propre vision, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand il y a des erreurs factuelles par rapport
au film en disant tel film a eu un grand succès en Chine, alors qu'en fait il n'était jamais sorti en Chine parce que les films de Hong Kong à cette époque ne sortaient pas en Chine, ça me pose un problème. C'est qu'ils connaissent pas le truc. Et je peux comprendre, c'est pas évident. Il faut également pas mal s'immerger. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le bain, donc ça prend du temps, je comprends. Mais donc ça me frustrait un petit peu de voir que ça avait beaucoup de succès, que il y avait des réactions, ah c'est super ton truc, alors que moi je voyais, mais non, il y a plein d'erreurs. Donc ça me frustrait, et donc je me disais à un moment, bon, il va peut-être falloir quand même que je m'y mette. Ensuite, il y avait un côté pratique, comme je disais, dans le sens que j'avais terminé ma biographie de Choyark, donc j'avais un peu de temps qui s'était dégagé de mon côté, et il y avait également le Covid qui commençait à nous arriver en pleine tête, et mine de rien, ça me dégageait également du temps. Donc je me suis dit que là, il y avait peut-être une fenêtre d'opportunité pour le faire, d'autant plus que maintenant, tout le monde est sur YouTube. Il y a vraiment tout le monde. Et donc le potentiel pour toucher des gens par rapport à ces sujets est quand même décuplé par rapport à l'époque où on écrivait notre petite critique, notre petite bafouille sur des forums. Et donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion d'essayer de se faire connaître davantage et d'essayer de populariser encore davantage ces cinémas. Et il y avait également pour moi l'idée d'essayer d'élargir le public en dehors du public francophone. C'est pour ça que sur ma chaîne, à chaque fois, il y a des vidéos en français et en anglais parce que j'ai ma petite réputation au sein des fans de cinéma asiatique en France, mais je suis un complet inconnu du côté des anglo-saxons. Et je me dis qu'il y a quand même peut-être des opportunités de ce côté-là. Et donc, j'aimerais bien me faire davantage connaître par ce milieu-là. Et la chaîne YouTube était donc un moyen d'y parvenir. Alors, il y a aussi le titre de ta chaîne que je trouve très, très, très beau, La Maison du cinéma asiatique. Il y a comme ça une espèce de concept où on est ensemble. On est ensemble dans un endroit qui est très familier. C'est la maison du cinéma, c'est la maison du monde aussi. Et ça, je trouve ça très, très beau. Comment il est arrivé ce titre? C'est pas si anodin, j'imagine, de trouver un titre comme ça. J'ai pas mal réfléchi. Au début, je voulais faire un truc genre découvrons le cinéma asiatique avec Arnaud, un truc comme ça. Un titre un peu de talk show à l'américaine, mais bon, c'était pas très convaincant. Et puis, en fait, c'est mon épouse qui a suggéré quelque chose. Elle a dit que ce serait bien d'avoir quelque chose d'un peu cosy, où on a l'impression d'être au coin du feu. Et on s'est dit, la maison du cinéma asiatique. Parce que oui, il faut peut-être que je précise également que si j'ai ouvert la chaîne, c'est aussi parce que ça fait quand même un certain temps, maintenant plusieurs années, que je travaille pas mal sur le cinéma de Hong Kong. Et j'adore ça, il n'y a aucun problème. Je reste un grand fan de cinéma de Hong Kong et je le serai toute ma vie, certainement. Mais je voulais aussi élargir mon registre. Je ne veux pas être totalement prisonnier du cinéma de Hong Kong parce que j'aime également énormément de trucs du côté du Japon, de la Russie, de la Corée, même la Corée du Nord. Je suis peut-être une des rares personnes à avoir vu plus d'une 50aine de films de Corée du Nord. Donc j'aime bien tout ça et je voulais pouvoir parler de tout ça librement. Parce qu'il y a aussi le fait que quand tu fais des publications, tu dois le savoir Samir, quand tu fais des articles, des machins, régulièrement il y a quand même des altérations qui sont faites par tes éditeurs, des changements, des trucs qui sont coupés. Donc c'est parfois un peu frustrant. Et sur YouTube, je dois dire que j'ai quand même une liberté de ton quasi totale. Donc pour moi, ça fait plaisir. Je peux parler de trucs sur lesquels j'ai pas forcément l'habitude de parler et où la prochaine vidéo qui va sortir sur ma chaîne, c'est la reprise d'un article que j'avais écrit et dont l'éditeur avait coupé la moitié et ça m'avait beaucoup frustré. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion de le refaire en plein et avec un format vidéo, ça sera plus sympa encore. Et voilà, donc il y avait ça aussi qui jouait là-dessus. Et tu as tout à fait raison parce que c'est vrai que on vient tous les deux de la presse écrite et il y a beaucoup de frustration car quand on nous dit je vais dire une bêtise, je sais pas, tu me fais un article sur John Ford 5000 signes, j'ai une bêtise et toi tu es là mais c'est pas possible. Mais déjà j'aurais même pas terminé de parler de la période de ces films muets en 5000 signes. Enfin, c'est pas possible. Donc, ce qui est bien avec YouTube, là, pour le coup, on fait un peu de pub pour YouTube, c'est qu'on a le temps. On a la durée, c'est illimité. On fait ce que l'on veut. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi, tu le sais, et donc tu en profites? C'est-à-dire que les vidéos donc, que tu vas réfléchir, penser, organiser et définir, est-ce qu'il y a un lien très fort avec la durée, le temps, prendre le temps?
Disons que je ne mets pas de contraintes par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais choisir un sujet, je vais essayer de le couvrir autant que je peux. Là, par exemple, je suis en train de préparer un truc sur la guerre d'Afghanistan au cinéma. Donc, Waouh, au début, je génial. pensais faire simplement avoir 4 films type Rambo 3 et tout. Et c'était un moyen, en fait, de dire voilà la vision occidentale du truc. Mais voilà, Mhm. les bons films, en fait, ils viennent de Russie. C'était ça, en fait. C'était un moyen d'essayer d'attirer les gens, d'aller voir les films russes sur le sujet. Donc, je pensais qu'il y avait genre 6-7 films. Mais en fait, au cours de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Il y en avait facilement une vingtaine, voire même encore un peu plus, si on prend ceux qui en parlent indirectement. Et à partir du moment où j'ai choisi le sujet et que je sais que ces films-là existent, il faut que j'en parle. Donc j'ai commencé à les intégrer et ça fait que mon truc est devenu de plus en plus gros. Donc, finalement, ça va être en 2 parties. Mais donc, c'est l'avantage, c'est que je ne me mets pas de problème de durée. C'est que tant que le sujet n'est pas complètement couvert, je continuerai à écrire, je continuerai à préparer mon truc de manière à ce qu'au final, j'ai vraiment couvert au maximum le sujet et peu importe la durée. Là, en l'occurrence, je pense que si on prend les 2 parties, ça va faire 45 minutes, probablement, des choses comme ça. Comment tu travailles sur une vidéo? Est-ce que d'abord tu écris ton texte ou juste tu regardes les films et tu commences à faire un montage image et après tu mets le texte? Enfin, après tu rédiges ton texte. Alors, pour les vidéos principales, parce que j'ai 2 formats. Le format que moi j'estime principal, où vraiment c'est que des images avec une voix off. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment ce que je considère moi comme le format principal. Euh, Étant donné que ça fait 20 ans que j'ai tendance à écrire, j'écris. Voilà, d'accord. J'écris mon truc comme j'écrirais un article pour la presse. Je fais mon truc comme j'ai l'habitude de le faire. Et alors, je pense que c'est pas forcément la meilleure approche. C'est quelque part une mauvaise habitude que j'ai parce que c'est comme ça que j'ai tout le temps fait. Et après, en fait, je vais l'illustrer avec les images. Mais c'est pour ça que mes vidéos, surtout au début, étaient un petit peu illustratives quelque part. Hein. Mhm. C'était simplement quand je parle de tel truc, ben voilà, il y a une image de tel truc. Ça cherchait pas à aller plus loin que ça. Parce que j'étais pas habitué au format vidéo. Je suis pas quelqu'un Ouais. qui a fait des études de cinéma. Je suis pas quelqu'un qui est habitué à ça. Je découvre le montage. C'est un work in progress chez moi. Il y a encore beaucoup à améliorer, beaucoup à faire, mais j'aime bien. Donc c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'on apprend des choses. Et donc maintenant, je pense que j'essaye de faire des choses un peu plus dynamiques et je commence à réfléchir, à me dire ah ben tiens là je peux mettre telle image avant pour essayer de dynamiser le truc. Je commence à réfléchir en format vidéo un peu plus que ce que ça n'était au début, mais il y a quand même dans tous les cas une base écrite parce que je veux avoir quelque chose de bien sourcé, de bien qui couvre tous les sujets et parce que je suis pas forcément quelqu'un qui est super bon dans l'impro. Je suis pas Mhm. quelqu'un qui est particulièrement à l'aise à l'oral, donc je pense qu'il vaut mieux que j'ai quelque chose de bien solide, de bien prévu et que je peux travailler au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour les vidéos principales. Et après, j'essaie d'alimenter la chaîne avec des vidéos plus faciles à faire, des vidéos un peu fast cam avec des rétrospectives, des conseils de films par-ci par-là. Et au début, je les ai fait en mode total impro. J'ai fait une rétrospective Choi Yun-fat où je me suis vraiment posé devant la caméra. J'avais juste la liste des films et c'est tout. J'avais rien d'autre et puis je suis parti, voilà, à commenter, à faire mes trucs. Mais j'étais pas très satisfait du résultat parce que évidemment, il y a certains de ces films que j'avais vus depuis longtemps, que je n'avais pas des souvenirs très frais, donc j'ai été un peu frustré de l'expérience. Et donc maintenant, même pour ces vidéos-là, j'essaie de les travailler un minimum également, en revoyant les films dont je vais parler, en prenant des notes, de manière à ce qu'il y ait quand même quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus intéressant. Et c'est pour ça que sur la dernière rétrospective que j'ai fait, la rétrospective Sony Shiba, Mhm. si tu prends la totalité, j'ai fait en 3 parties, ça fait 7 heures de 7 heures de vidéo. Là où la rétrospective sur une fat que j'avais fait également en 3 parties faisait 1 heure et demie. Ben, c'est parce que entre temps, ben, j'ai travaillé davantage le sujet, j'ai regardé les films, j'ai pris plein de notes et j'avais donc beaucoup plus de choses à dire. Et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, comme format. Maintenant, je suis jamais très fan quand même des trucs en mode semi-impro. Je pense que c'est quand même mieux quand j'ai un sujet que j'ai bien travaillé. Enfin, j'aime bien quand c'est travaillé, quand ça a été quand j'ai pu me relire, quand c'est carré, quoi. C'est vraiment le format que je préfère, personnellement. Dans les vidéos principales, comment tu gères le côté droit d'auteur? Ça, Question c'était aussi un suivante. peu.
Non, c'était un peu une nouveauté pour ça. C'était un des Oui. trucs qui m'avait bloqué au début parce que je savais pas trop comment ça allait marcher au niveau des droits d'auteur. J'étais pas sûr que j'avais cette idée de format en utilisant les images des films et en parlant et mettant une voix off par-dessus, mais j'avais aucune idée. Est-ce que ça poserait un problème au niveau des droits d'auteur? Et je me suis rendu compte qu'en fait, au niveau de l'utilisation des images, YouTube est plutôt conciliant en fait. Hein. Ils sont vraiment pas trop chiants. Il y a eu que sur une vidéo où j'ai eu un problème par rapport à ça, mais toutes les autres, j'ai pu utiliser les images que je voulais sans problème. La difficulté, elle vient davantage sur les musiques. Ça, je me suis rendu compte que dès qu'on prenait des musiques un petit peu connues, là par contre, ça tapait direct. Il y avait vraiment aucun espoir d'y échapper. Heureusement, vu que je parle énormément de cinéma asiatique, YouTube étant une plateforme américaine, ils sont quand même un petit peu à la ramasse en ce qui concerne l'Asie. Et ça fait que je peux piocher sans trop de mal dans plein de bandes originales de films japonais. Et ils ont plein de trucs géniaux et donc je pioche assez régulièrement là-dedans. J'essaye autant que faire se peut que mes vidéos ne soient pas touchées par les problèmes de copyright. Maintenant, moi je suis sur une niche, hein, je suis sur le cinéma asiatique. Je ne serai pas quelqu'un qui fera des dizaines ou centaines de milliers de vues sur ces vidéos parce que je ne parle pas de Marvel, parce que je ne parle pas de ces trucs-là. Ouais. Donc la monétisation, c'est pas forcément un gros problème pour moi. Moi, mon but, c'est surtout d'avoir une espèce de petite communauté solide, qui est intéressée, qui est curieuse. Et après, si elle soutient mon travail, bah, ça se fera plus par le biais de plateformes à la Tipeee, etc. Et donc, par conséquent, la YouTube monnaie, c'est assez secondaire, je pense, dans ma méthode. Alors, ta chaîne, enfin, la chaîne YouTube a été créée officiellement en mars 2020, mais tu as commencé à publier des vidéos à partir de quand exactement? Avril, mi-avril. Elle a quasiment un an, la chaîne, maintenant. D'accord. Quels sont les retours aujourd'hui de ce que tu as pu publier, les retours avec les abonnés, les viewers, des noms, des termes dont je ne connaissais pas l'existence il y a quelques semaines déjà. Les retours sont très bons hein, dans l'ensemble, je dois dire. Les gens sont plutôt gentils. Après, je suppose que je suis encore à la première strate où c'est forcément les gens intéressés par ces sujets qui vont aller vers moi et donc qui vont naturellement aimer ça. Et je vais à un moment, je suppose que je vais passer un stade et je vais commencer à avoir des haters et des gens qui seront pas d'accord avec moi. Mais dans l'ensemble, je dois dire que les réactions sont plutôt bonnes. Il y a eu pas mal d'échanges intéressants, des gens qui n'hésitent pas à me contredire ou à compléter certaines des infos que je dis, parce qu'il m'arrive assez régulièrement aussi de dire des bêtises hein, quand on est en train de parler pendant une heure et demie ou 2 heures, comme si je l'ai fait là sur les Sony Shiba. Il y a forcément des trucs parfois où c'est un peu approximatif. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui s'y connaissent également et qui soient à même de corriger. Mais dans l'ensemble, c'est très, très gentil, très conciliant. C'est content. Enfin, je pense que même s'il y avait d'autres chaînes qui parlaient de cinéma asiatique, il y a encore pas mal de terrain à couvrir. Moi, je couvre certaines choses qui ne sont pas encore trop traitées et je pense que c'est apprécié quelque part. Et j'espère que ça continuera à l'être. Mais après, il y aura forcément des gens qui ne seront pas d'accord avec moi et qui critiqueront. Mais c'est normal, c'est l'exercice. Encore une ou deux questions. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais quand on écrivait, enfin tu continues toi encore à faire de la presse écrite de temps en temps, moi je n'en fais plus, mais il y avait une chose qui je ne sais pas si tu le ressentais aussi, qui est assez frustrante, c'est de ne pas avoir réellement de retour lorsque tu écris un article dans un journal ou un mensuel ou je ne sais quoi, il n'y a pas réellement de retour de la part du public, ou alors des gens proches, ou de ton rédacteur en chef. Mais bon, bref. Et là, avec cette capacité, cette manière, enfin cette chaîne que tu as créée, tu as tout de suite des retours sur ce que tu fais et des retours de gens que tu ne connais pas forcément majoritairement. Est-ce que ça c'est quelque chose qui dans un premier abord t'a un peu surpris et puis ensuite tu t'es dit tiens ça c'est intéressant ça finalement ces retours là? Surpris non parce que j'étais quand même sur YouTube en tant que spectateur, donc je voyais bien qu'il y avait ce type d'interaction avec créateur, en tant que critique de cinéma, voilà, en tant que critique de cinéma.
Non, mais c'est vachement bien. Enfin, moi, c'est ce que j'espère. En fait, moi, c'est ce que je voudrais faire, c'est vraiment avoir une espèce de communauté dans laquelle il y a des échanges où les gens sont capables de se renvoyer vers d'autres films, de s'échanger des informations, d'avoir des éléments qui n'étaient pas connus. Il y a par exemple sur la vidéo que j'ai fait sur les Kerberos Panzer Corps, donc l'univers de Hoshi sur Jinro, ce genre de trucs, l'armure un peu germanique. Y a un gars qui a posté en indiquant que qui a donné tout un tas d'informations complémentaires que je ne connaissais pas par rapport à ça, alors que moi c'est un univers que j'aime beaucoup et sur lequel j'ai fait pas mal de recherches avant de faire la vidéo auquel je m'intéressais avant. Et je me suis rendu compte qu'il avait un blog dans lequel il traduisait plein d'ouvrages japonais sur le sujet, et donc il y avait plein d'infos incroyables à découvrir comme ça. Et ben, moi, c'est exactement ça que j'ai envie d'avoir avec cette chaîne, c'est que les gens se partagent des infos, qu'ils se donnent d'autres recommandations, qu'ils aillent découvrir les films. Enfin, le but, c'est vraiment de donner envie d'aller voir le film et que les gens puissent voir les films et qu'ils puissent aimer, qu'ils puissent continuer à en parler et qu'il y ait tout un tas d'échanges instructifs et constructifs auxquels moi je participe, mais que je ne sois pas le seul élément de l'équation, que tout le monde donne son avis et que ça donne quelque chose d'intéressant, parce que souvent quand même sur internet et y compris sur YouTube dans les sections de commentaires, on voit quand même parfois des trucs très très bas au niveau au niveau de la qualité, on va dire, et donc j'aimerais bien essayer d'aller dans le sens inverse et d'avoir quelque chose, une communauté assez forte et qui est capable de réagir et donc à laquelle sur laquelle il y aura des réactions directes en ce qui concerne moi, mon travail. Et non, c'est très bien, j'en suis très heureux et j'espère que ça va continuer et qu'il y en aura encore plus. Pour les mois à venir, est-ce que tu envisages sur ta chaîne soit de participer à des lives de d'autres confrères et consoeurs, ou toi-même d'organiser des lives avec ces personnes-là, ou des lives avec des abonnés, via Discord. Bref, d'être dans le live. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, ou tu préfères rester dans ce que tu fais actuellement, cette configuration de transmettre seul, en solo? Alors, j'ai un peu commencé à en faire avec. J'ai fait 2 lives pour le beau parleur, un qui était sur. Non, 3 d'ailleurs, 3 lives. J'ai fait 3 lives. Un sur l'Eric Bloodshed, un sur la Milky Way Image de Jonito et le 3e sur King Hu. Et a priori, on est en train de se programmer un 4e, donc je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Moi, j'ai aucun problème. D'ailleurs, c'était un des points sur lesquels qui avait été problématique pour moi avant le lancement de la chaîne. Parce que j'avais déjà l'idée de faire une chaîne YouTube avant que je me lance réellement, mais j'étais embêté par le format parce que je voulais avoir quelqu'un avec moi en fait. Mon idée c'était d'avoir un partenaire avec lequel on pourrait discuter et qu'il y ait des points de vue différents, qu'on soit capable de s'échanger la balle, tout ça. Je voulais pas forcément le faire moi tout seul parce que je suis pas très fan d'avoir des monologues comme ça devant une caméra. C'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère avoir des partenaires et je pense que c'est plus intéressant quand on a des échanges, qu'il y a des avis divergents. Et j'ai pas pu trouver quelqu'un avec qui le faire sur Hong Kong, et c'est pour ça qu'au final j'ai pas fait ce format là, et que au final je suis parti sur autre chose. Mais donc ça fait que moi je suis tout à fait content au contraire de pouvoir participer à ce type d'exercice et avoir des conversations enrichissantes avec les autres, et je trouve ça super bien. Donc participer à des lives sur d'autres chaînes sans problème, moi ça me fait beaucoup plaisir, sachant que comme tu as pu le voir, il y a une difficulté en ce qui me concerne, c'est le décalage horaire, mais on parvient parfois à trouver des parades. Par contre, faire des lives sur ma chaîne, c'est plus problématique. J'y réfléchis, mais je ne sais pas comment faire puisque j'ai 2 publics. J'ai un public francophone et un public anglophone. Anglophone, ah oui. Et donc, je ne sais pas exactement comment faut que je gère cet aspect-là. Est-ce qu'à un moment, je fais un live en français, puis après un live en anglais? C'est pas le même public, ça va pas être forcément les mêmes sujets qui vont faire réagir. J'ai pas encore trouvé de solution par rapport à ça. Il va falloir que je trouve un truc, mais c'est encore en réflexion. J'avoue que j'ai pas de solution toute faite. Bah écoute, ce fut un plaisir en tout cas de discuter avec toi, de découvrir cette chaîne
et d'où tu viens. C'était vraiment un plaisir en tout cas. Et c'est très intéressant ça, cette idée de faire des vidéos en français et des vidéos en anglais. Je trouve que c'est assez passionnant de parler à toutes sortes de publics. Et comme tu l'as dit, le public anglophone et le public francophone est complètement différent. Donc j'imagine très bien, à mon avis, que tu vas trouver une idée pour les lives. Ça va être dur, peut-être t'en feras pas beaucoup des lives, mais ça peut être intéressant de viser de type de cinéphilie, de type de public. En tout cas, merci beaucoup Arnaud d'avoir accepté cette invitation, d'être resté avec nous pendant plus de 3/4 d'heure et d'avoir parlé avec nous de ça, de ces images qui sont terrifiantes et d'autres aussi qui sont passionnantes à questionner. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Samir. Et vous pouvez, et bien évidemment, je mettrai le lien de ta chaîne dans le descriptif. Hein, c'est sûr et certain. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à vous abonner à la chaîne de Arnaud Lanu, la maison du cinéma asiatique. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Je comprends pas. Fin de soirée. Voilà, très bonne fin de soirée. Ah bah je te laisse alors, je vais te laisser. Merci Allez, encore Samir et à bientôt. À très vite. Générique. Au revoir. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.